Bienvenue sur Fil Horizon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés, à savoir quel serait l'environnement le plus adéquat pour envisager et créer une relation avec une personnalité évitante. Dans les faits, cela fonctionne aussi dans les couples plus classiques qui rencontrent moins de problématiques sévères, puisque c'est une approche en systémie qui fonctionne sur les couples atypiques et complexes. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez sans doute observé des comportements problématiques chez la personne que vous côtoyez, que vous fréquentez, ou dont vous êtes amoureuse ou que vous aimez. Cette relation génère beaucoup de questionnements et aussi une certaine intensité de votre côté au niveau du ressenti qui est souvent souffrant. En raison de nombreux comportements évitants ou des nombreux retraits de la personne en question, vous avez émis l'hypothèse que ce pourrait être une personnalité évitante. Nous avons aussi abordé sur cette chaîne les différents types d'attachement, donc la théorie de l'attachement de John Bowlby, qui divise la population en 4 grandes catégories. La moitié de la population qui a un attachement sécure et l'autre moitié qui a un attachement insécure. Parmi les attachements insécures, vous avez les anxieux, les évitants et les chaotiques désorganisés qui combinent les deux précédents, évitement et anxiété. À partir de là, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment avancé pour prétendre avec certitude qu'on a affaire à une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité évitante. Donc c'est ce que j'ai mis en bas à gauche. Ça, c'est ce qu'on se dit. Ce n'est ni une vérité ni la réalité de l'autre personne parce que en face, en bas à droite, eh bien peut-être qu'en effet, elle a un trouble de la personnalité évitante ou encore c'est quelqu'un qui n'est même pas au courant du lien. Donc la personne, elle vous évite, mais pas pour les raisons que vous envisagez, parce qu'elle n'est peut-être même pas au courant de vos sentiments. S'agit-il d'un collègue? S'agit-il d'une personne connue? S'agit-il d'un ex-compagnon qui a déjà refait sa vie? Ou encore, il peut s'agir d'une personne qui n'est pas intéressée, donc quelqu'un qui a peut-être même un trouble de la personnalité évidente, mais qui n'est pas intéressé par la relation. Ce peut être aussi quelqu'un qui profite des circonstances sociales, du contexte. C'est-à-dire qu'actuellement, grâce à la technologie, on peut facilement éviter les uns les autres sans trop se mouiller en relation. Ces phénomènes étant rapportés de manière de plus en plus prégnante, large, et redéfinissent aussi de nouvelles habitudes sociales. Ici, on ne dit pas si c'est bien, si c'est mal, on observe tout simplement que la technologie moderne rend les gens plus évitants. Ensuite, on a peut-être affaire à quelqu'un qui a un trouble de l'attachement ou alors quelqu'un qui a un trouble neurodéveloppemental ou quelqu'un qui a un autre trouble de la personnalité mais qui n'est pas le trouble de la personnalité évitante. Et donc, nous basons sur cette hypothèse, plutôt que d'étiqueter de manière hâtive et parfois erronée la personne qu'on aime, eh bien, je propose ici de plutôt se poser et se questionner. Pourquoi il est plus simple et si tentant d'aller étiqueter l'autre? Eh bien, ici, vous voyez sur mon tableau sur la gauche que cela procède d'une anxiété du côté de la personne qui pose ce diagnostic. C'est-à-dire que pour cette personne-là, qui est dans une sorte d'anxiété de ne pas savoir à qui elle a affaire, peut-être même une anxiété d'abandon, de rejet ou de la perte de l'objet de l'affection, il devient ainsi pas urgent, utile de comprendre exactement à qui on a affaire. Et de nos jours, la grande mode, lorsque l'autre ne répond plus de manière adéquate, on a vite fait de l'étiqueter d'évitant. C'est devenu un mot valise qui implique tout un tas d'individus avec des comportements parfois différents et parfois divergents. Ici, je vous propose une méthode qui m'a été inspirée par l'approche systémique, mais aussi du jeu qui est.
Je ne sais pas si vous vous souvenez ou vous connaissez ce jeu. C'est un jeu où, à partir de questions et par élimination, on va finir par trouver, deviner la bonne personne. Donc le jeu ici, ce serait qu'on a observé l'évitement chez une personne et on doit pouvoir discriminer de quoi parle exactement cet évitement. Qu'est-ce que le symptôme essaye de nous dire? Donc l'évitement, ce n'est que le sommet de l'iceberg. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc l'évitement, c'est le symptôme. Et on va se poser la question, quelle est la fonction de ce comportement? Permet-il de retrouver son identité après avoir fusionné avec quelqu'un? Permet-il de simplement apprécier la vie en solo et peinard? Permet-il d'arriver à s'auto-réguler émotionnellement? Ou permet-il de manipuler émotionnellement quelqu'un? Ou encore permet-il de s'isoler d'un monde vécu comme étant hostile? Permet-il de se protéger contre le rejet ou l'abandon? Ou de se protéger contre l'engloutissement dans une relation? Permet-il encore de cacher la honte qu'on ressent d'être inadéquat et inférieur par rapport aux autres? Ou encore permet-il de tester la fiabilité de son entourage ou de se mettre à l'abri pour panser ses blessures? Ou encore d'obtenir de l'attention? Permet-il de contrôler la distance relationnelle ou alors de se ressourcer? Ou permet-il tout simplement de ne pas se soucier de qui que ce soit, etc., etc. Donc, si l'évitement était un symptôme, ici, on observe une liste de besoins auxquels il répond. Et ici, c'est une liste où j'ai mélangé les besoins d'au moins 5 types de personnalités différentes. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'inscrire en commentaire ceux qui vous parlent le plus. Si vous reconnaissez un de ces besoins, il est possible que la personne à laquelle vous pensez ne soit pas une personnalité évitante, mais ait un autre type de personnalité. Alors, comment dépatouiller tout cela? Comment poursuivre notre recherche, notre réflexion de manière méthodologique? Eh bien, nous allons nous appuyer sur les faits. Reprenons les faits. En général, ce qui est rapporté, c'est que la relation à T1 semblait bien se dérouler. Je mets semblait parce que, au fond, la personne qui rapporte cela n'a pas toujours prise sur tous les éléments. Et pour elle, il semblait que tout allait bien et que tout d'un coup, quelque chose a changé. Le ou la partenaire s'est mise en retrait. Et ce que la personne qui rapporte ces faits oublie bien souvent, c'est de mentionner qu'il y a eu un élément déclencheur, parce que bien souvent, elle n'est pas au courant de cet élément déclencheur. Et donc, ce qu'on observe dans les faits, c'est ce fameux retrait. C'est ça qui permet de nommer le comportement en tant qu'évitement. Donc, l'autre personne s'est retirée de la relation. Alors, ce que j'observe aussi, c'est que par rapport à des profils plus anxieux, parfois l'autre ne s'est même pas retiré du tout, mais la personne anxieuse traduit malgré tout cela comme un retrait. Par exemple, lorsqu'un homme ne répond pas clairement ou ouvertement à une question, pourtant il est encore dans la relation. Il répond, mais de manière détournée ou qui ne correspond pas aux attentes. Et donc, suite à ce retrait, il y a différentes réponses possibles. La première, c'est la multiplication des messages, c'est-à-dire qu'on envoie un premier message auquel on n'obtient pas spécialement de réponse ou une réponse qui ne nous satisfait pas et s'enclenche une cascade de messages qui souvent n'obtiennent pas de réponse. Et donc là, on va observer quoi? On va observer le renforcement du comportement d'évitement. Donc il y aura plus de retrait, voire un silence radio
ou un ghosting si on n'a plus jamais de réponse. Alors, suite à cette multiplication de messages, il arrive aussi que la relation, la situation se stabilise, c'est-à-dire que l'autre revient pour répondre quelque chose, il va se passer les mises au point, les mises au clair suffisantes pour que la relation reprenne là où elle était de manière, je dirais, régulière. Donc par rapport à une situation de départ et une première réponse qui est la multiplication des messages, il peut s'en suivre soit un renforcement du comportement, qui est donc le retrait l'évitement, ou alors une stabilisation et le maintien de la relation. Alors une deuxième réponse possible, c'est de se dire, bon, comme l'autre, il se met en retrait, moi je ne vais pas aller chercher plus loin, je ne vais pas le recontacter, donc j'ai mis le 0 contact. Et donc là, soit ça renforce le comportement d'évitement, donc on n'a plus de nouvelles de l'autre, et peut-être même que la relation, elle s'arrête simplement et purement comme ça. Ou alors, sans contact, ça permet à l'autre de revenir dans la relation et donc il y a à nouveau stabilisation de la situation et de la relation. Une troisième option, c'est à la suite d'un retrait de formuler une affirmation juste qui permettrait une stabilisation de la situation, c'est-à-dire qui permettrait à l'autre de répondre sans être mis en échec ni en insécurité. En quoi l'affirmation juste est-elle plus pertinente? Déjà, elle permet de sortir du tout ou rien. Du soit j'envoie plein de messages ou alors je n'envoie aucun message. N'oubliez pas qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Ne pas communiquer, c'est déjà communiquer. L'affirmation juste empêche les réponses de type action-réaction. Elle permet d'éviter de ponctuer les comportements de l'autre. C'est ce qu'on fait bien souvent. Ah, tu me fais ça? Moi je te fais ça, tiens. Elle nous permet de formuler des réponses plus posées et plus adéquates. La plupart des gens n'utilisant pas l'affirmation juste, si on se concentre ne fût-ce que sur les deux premières options, donc la multiplication des messages ou le 0 contact, l'observation du comportement qui s'ensuit chez l'autre permet déjà de répondre à la question « Quelle est la fonction du comportement ?» Et si l'on comprend la règle qui régit ce qu'on appelle le système, la relation entre les deux protagonistes, on peut alors agir dessus. Autrement, on est toujours dans une forme d'errance à répondre de manière tout à fait arbitraire et aléatoire sans comprendre les enjeux de la relation. Si l'on part du précepte que un individu a toujours une bonne raison derrière, ici nous voulons comprendre l'individu, nous voulons comprendre qu'est-ce qui se cache derrière son comportement. Ceci est une manière, un regard sur le monde, c'est l'approche systémique que j'utilise dans mes coachings. Elle différencie des approches linéaires. C'est quoi une approche linéaire? C'est par exemple de se dire « Ah tiens, il est évitant, donc il doit aller se faire soigner ». Déjà, il y a peu de chances qu'une personnalité évitante aille se faire soigner ou demander de l'aide. Et donc, cela met bien souvent la relation en échec. Parce que si vous mettez la réussite de votre relation entre les mains de quelqu'un qui devrait aller se faire soigner, si la personne n'y va pas, vous n'avez aucune chance de réussir cette relation. Ici, l'approche systémique, elle offre une autre perspective qui est tout à fait différente et pas du tout linéaire, mais plutôt circulaire. Elle fait circuler à nouveau l'énergie. Donc, on va observer au point 1 les faits. Au point 2, on va arrêter d'introduire l'élément perturbateur. Au point 3, on va introduire un nouvel élément stabilisant. Et au point 4, renforcer ce qui est devenu un cercle virtueux. En général, les personnes qui suivent cette chaîne sont plutôt dans un cercle vicieux où quoi qu'on fasse, la situation se trouve bloquée.
Si vous voulez savoir à qui vous avez affaire et entreprendre cette grille de lecture avec moi, je vous propose de me rejoindre le dimanche à 17 h dans des ateliers en ligne. Vous découvrirez comment fonctionne la systémie et aussi comment la personne que vous aimez, votre partenaire, participe en fait activement à cette systémie, à ce système qui est le vôtre. Donc, si vous ne comprenez pas son comportement, inutile d'aller l'étiqueter de tous les noms. Je vous invite plutôt à tenter de discerner les enjeux de la relation. Bien souvent, le partenaire tente de transmettre des indices à sa manière, des indices parfois inconscients, des indices qu'il transmet pour qu'ils puissent être élaborer et libérer l'ensemble du système. Donc, il n'est pas passif. Son rôle est bien de transmettre des indices de votre problématique commune, donc à tous les deux, pour que l'autre puisse les élaborer et libérer les deux. Sans le partenaire, pas d'indice et donc pas de libération possible. Et sans élaboration de votre part, pas de libération non plus. Sur ce schéma, je vous ai montré 3 séries d'indices A, B et C qui sont à chaque fois transmis par le partenaire, la personne dans la colonne de droite, vers la colonne de gauche, à la personne de gauche qui devra les élaborer. À quoi ressemble un indice? Ce n'est pas du tout « Hello, coucou, je suis évitant et je dois aller me faire soigner ». Ce n'est pas ça, un indice. C'est plutôt une de vos zones d'ombre, une tache aveugle, quelque chose qui est resté dans votre angle mort que vous ne voyez pas et que donc sans cette résonance, sans ce miroir et donc sans ce système entre vous deux, vous ne verrez peut-être jamais, mais malheureusement vous vous trimballez avec et que tout le monde perçoit. Et bien qu'elle vienne de votre partenaire, elle est au sujet d'une de vos problématiques à vous, mais qu'il a en commun avec vous. Une fois que la problématique a été traitée de votre côté, vous en sortez totalement transformé, plus solide, et cette solidité-là vous permet de passer au second indice et ainsi de suite, et c'est cela qui vous rapproche l'un de l'autre. Ce qui vous sépare l'un de l'autre, ce sont vos problématiques communes. Pour apprendre à décoder votre relation, venez nous rejoindre tous les dimanches à 17 h. Lors de ces ateliers en ligne, vous pourrez poser vos questions ou proposer vos exemples à titre d'exercice. Ne restez donc pas en boucle ou à errer dans ce circuit fermé, à juger l'autre comme étant un évitant ou que sais-je. Venez tout simplement participer aux ateliers en ligne du dimanche. Vous y découvrirez un autre regard sur la personne que vous aimez. Pour toute information et inscription, merci de m'écrire sur filhorizon@gmail.com. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir et prenez bien soin de vous. À très bientôt.